Chers Rotariens, chers invités, c'est vraiment avec un grand plaisir que je suis là et que je vous accueille pour ce temps important pour le Rotary. Nous avons des présentateurs très importants ce soir. Je parle de Valérie, par exemple, notre vice-présidente Valérie Weifer, qui est vraiment l'autorité sur la diversité dans notre district, et mon amie Carrie-Anne, qui vient de mon club Rotary, et une des personnes les plus importantes dans notre club Rotary, et bien sûr Wendy John. C'est avec plaisir qu'on va parler de la diversité et l'équité. Et nous avons Catherine Assam qui va me modérer cet après-midi et j'ai vraiment hâte d'entendre cette session qui va être très interactive. Donc, bienvenue et appréciée. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Sonia. Je voudrais dire que le gouverneur du district Leslie est présent. Et maintenant, Katrina commence. Merci. Merci beaucoup aux formateurs du district. Chers Rotariens, bonsoir et bienvenue à cette discussion du district sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Comme Sonia l'a dit, c'est vraiment important dans notre concept et c'est devenu très populaire et nous entendons de plus en plus parler de ce sujet. Là, on a l'impression que toutes les organisations font quelque chose par rapport à ce sujet de diversité et on peut se poser la question du pourquoi le Rotary International rend ça une priorité. À la fin de notre discussion ce soir, j'espère que nous aurons tous une perspective un peu plus précise sur l'importance de la diversité, l'équité et pourquoi c'est important pour une organisation comme la nôtre. Et ce soir, nous avons des présentateurs très intéressants qui vont partager leurs perspectives, leur expérience dans l'heure qui vient. Et je vais présenter un peu tout le monde. J'espère que le troisième présentateur est là. Je vais commencer avec la Rotarienne Carrie-Anne. Elle a perdu la vue à l'âge de 5 ans et elle se décrit sa vie comme un témoignage pour la vie, malgré les imperfections qui peuvent arriver. Carrie-Anne a été mise en avant au niveau de la Barbade à l'âge de 6 ans. Donc, elle est connue au niveau de la Barbade. Et à l'âge de 14 ans, elle a aussi été reconnue au niveau public comme la première enfant complètement aveugle qui est rentrée à l'école secondaire. Et elle a participé à toutes les activités de son école. Et ensuite, elle a été au campus de West Indies et a eu son diplôme en 99 en sociologie et en psychologie. Elle a aussi fait un programme de master dans une école de commerce en 2003 et elle a terminé ses études en 2006. Professionnellement, Carrie-Anne travaille dans le programme de développement pour les femmes, pour l'éducation, le développement de l'éducation à la Barbade, et elle a travaillé pour eux pendant 10 ans. En 2008, Carrie-Anne a travaillé pour le Sénat de la Barbade et ensuite elle est devenue présidente en mars 2012. Ça a été la plus jeune personne à avoir ce poste en tant que femme et la seule personne avec un handicap. En 2018, elle a aussi été élue
présidente de l'Association des personnes aveugles et a travaillé pour le CARICOM, qui soutient ce genre de problème. Donc, c'est notre première présentatrice. La deuxième présentatrice, c'est Wendy John. Elle s'occupe d'investissement, un compte d'investissement et des tas de produits financiers et s'occupe de milliers de personnes au niveau international. Wendy fait en sorte que tout le monde est inclus dans son métier, quelle que soit la situation de handicap. Elle veut absolument que dans le travail, il y ait une diversité qui se développe et qu'il y ait une culture de l'inclusion. Wendy is a 24-year Fidelity veteran. I'm sure when you see Wendy, you probably figured she started working at age 10, but she is a 24-year. Wendy travaille depuis 24 ans de service en tant que directrice dans tout ce qui est management, la stratégie globale et la mise en place d'aide sociale. Elle a vécu dans 3 pays et a eu énormément de miles grâce à ses voyages. Elle est née au Trinidad, elle est partie au Canada pour l'université et elle a eu son diplôme en mathématiques et en sciences et en économie également. Donc, bienvenue à Wendy. Et notre troisième présentatrice est Valérie, vice-présidente du Rotary 2021-2022. Valérie a rejoint le Rotary en 2005 pour nourrir sa passion du service. Elle a été gouverneure de son district de 2013 à 2014. Son club est le Rotary Club de Collinwood, South Georgiana Bay, et elle vient de déménager à Burlington. Elle va rejoindre le district 70-80 en juillet. En tant que rotarienne, elle a eu énormément de rôles internationaux. Elle est formatrice internationale. Elle s'occupe du comité de Toronto pour la convention. Elle représente le Rotary international dans plusieurs pays, les États-Unis, la Norvège, le Nigeria, et elle est élue au niveau du comité du Rotary international. En tant que directrice du comité de la diversité au niveau du Rotary, elle a énormément d'expérience dans ce sujet. Valérie et son mari, depuis 35 ans, sont Polaris Fellow et donnent à la fondation du Rotary. Donc, chers Rotariens, nous pouvons être d'accord sur le fait que nos présentatrices sont vraiment exceptionnelles et je vous demande de les accueillir pour qu'ils se sentent bien reçus par notre district. Donc, Wendy, j'espère que tu es prête. Je vais te demander de commencer la discussion sur l'importance de notre thématique et ce que ça a comme impact sur notre organisation et pourquoi c'est devenu une priorité. Et ensuite, nous aurons Kerry-Ann qui parlera juste après sur ses expériences et ensuite on pourra peut-être voir son travail au niveau de la Barbade
en tant que personne souffrant d'un handicap. Puis nous aurons Valérie Weifa qui nous parlera de ce que le Rotary a fait au niveau du DEI et comment le Rotary International a l'intention de prioriser cette thématique et ce que les clubs peuvent faire sur ce sujet. Je m'arrête de parler maintenant et j'invite Wendy à commencer. Oui, merci beaucoup, Katrina, et c'est vraiment un honneur pour moi d'être là ce soir avec vous. Je vais donner un petit peu d'explication sur le travail que je fais tous les jours au centre d'investissement que je gère, qui est international. Je vais commencer par dire que, bon, je pense que tout le monde sait de quoi on parle quand on dit diversité, équité et inclusion. Donc, la façon la plus simple de le décrire, c'est la diversité est souvent sur les différences. Je suggérerais que nous devrions pas seulement parler des différences, mais de les choses en commun et ce qui nous rend uniques. Donc, c'est d'abord une conception globale. On parle souvent de ce qui est visible et de ce qui est invisible dans les différences. Les différences visibles sont l'âge, la race, l'ethnicité. Et ce qui est invisible est plutôt les capacités qui sont différentes et la religion, l'origine et d'autres facteurs qui peuvent être très importants en tant que personne pour notre identité, mais pas si évident pour que les gens puissent s'identifier en vous regardant. Donc, on va parler un petit peu de l'inclusion. L'inclusion, c'est vraiment la capacité à prendre ces différences, les respecter, leur donner de la valeur et créer des environnements où tout le monde se sent accueilli et qu'ils peuvent se présenter comme ils sont complètement, dans une façon de manière à ce qu'ils soient respectés, qu'ils n'ont pas à dissimuler certains aspects pour être traités de manière égale. Et il y a beaucoup de discussions par rapport à l'équité. L'équité, il y en a beaucoup qui ont vu peut-être les visuels. L'équité, c'est pas la même chose que les qualités. Les qualités, on veut que tout le monde ait les mêmes services, par exemple. C'est la meilleure façon de le décrire. Mais ce n'est pas le service. Tout le monde ne commence pas au même endroit. Et donc, c'est procurer à tout le monde les services dont ils ont besoin pour atteindre un objectif. Donc, c'est important de passer du temps à voir ce que veut dire la diversité pour savoir ce dont ils ont besoin pour se sentir inclus, pour que tout le monde ait les mêmes opportunités. Donc, pour moi, personnellement, j'ai vu des gens dans le chat qui partagent un petit peu leur histoire. Je suis originairement de Trinidad et ma mère est de la Barbade. Donc, j'ai passé la plupart de mon enfance à vivre à Trinidad et j'ai passé mes étés à la Barbade. Et parfois, on trouve des façons de se différencier par rapport aux kilomètres ou aux miles. Et donc, j'ai grandi à Trinidad, mais je suis seulement allé à l'école à Port of Spain, à Trinidad. Donc, c'était comme si je vivais dans deux pays. Quand je parle des expériences que j'ai eues, parce que j'ai grandi dans le centre de Trinidad, j'ai eu beaucoup d'expériences avec différentes cultures et d'autres religions. C'est la vérité pour la plupart des gens à Trinidad, mais mon expérience fait que ça se transmet dans le travail que je fais tous les jours. J'ai dû étudier la religion quand j'ai grandi. On a appris le Coran, la Bible. On ne l'a pas lu particulièrement avec
avec un prisme particulier, mais ça permet de voir le monde différemment quand on grandit. Et quand on est dans une petite île comme ça et on voit l'extérieur, on voit le monde différemment. Donc, c'est aussi pourquoi l'endroit d'origine est très important pour tous. Nous avons de la fierté par rapport à notre culture et ça, c'est plus votre identité que les attributs physiques que vous ayez. Donc, pour moi, je dis l'histoire que ma première expérience DEI et cette prise de conscience est venue plus tard dans ma vie parce que je voulais étudier les sciences et que j'étais très bonne en maths. À Trinidad, j'ai dû aller dans une école où il n'y avait que des garçons pendant 2 ans. Donc, à 16 ans, vous avez été dans une école pendant 5 ans avec des filles et là, vous êtes transféré dans une école où il n'y a que des garçons et il y avait des filles d'autres écoles, mais je ne les connaissais pas. Et les gens étaient très étonnés de voir quelqu'un avec mon background, que je sois dans cette école et que j'ai un très bon niveau en maths. Et ça a mis en place plusieurs attitudes. Et pour moi, cette expérience a été plus sur la diversité du genre plutôt que sur la race. Et ce qui a été très intéressant, c'est que j'ai eu l'opportunité, j'avais un grand frère, donc j'avais déjà évolué dans des environnements où il y avait des garçons. Et dans cette école, j'ai vu comment les femmes et les hommes géraient les problèmes différemment. Je n'avais jamais vu ça avant. On s'engueulait par rapport à un sujet et la cafétéria disait que c'était l'heure d'y aller et tout le monde y allait ensemble. J'avais jamais vu ça avant. Et je dis souvent aux gens que je reviens à cette expérience de 2 ans pour me préparer à tout ce que j'ai vécu, par exemple, aller au Canada pour mes études ou aller aux États-Unis, c'est encore une autre expérience. On apprend à naviguer dans des environnements différents. On ne réalise pas qu'on s'ouvre, on cache certaines choses, on regarde ce que font les autres, on voit certaines choses qui sont acceptées ou récompensées. Et avant que vous le sachiez, vous êtes une personne dans tel environnement et une autre personne dans un autre environnement. Ça, c'est l'inclusion. Si vous sentez que quelque chose peut être rejeté dans un environnement par rapport à votre moi, vous le cachez. C'est ce que beaucoup de gens font dans la vie et ça demande énormément d'efforts. Et si vous passez tout votre temps et vos efforts à vous concentrer sur ces choses et faites en sorte que les gens ne découvrent pas cette chose, vous ne montrez pas forcément votre meilleur jour parce que vous utilisez des calories pour éviter que les gens découvrent des choses sur vous qui pourraient ne pas être bien acceptées. Donc, quand on parle de l'équité, c'est très important pour nous de reconnaître, et ça va être différent pour chacun d'entre vous, dans les différents territoires dans lesquels vous êtes. Nous n'avons pas la même expérience du monde. Il y a énormément d'analogies par rapport à cette pandémie et que c'est la chose qui nous met tous au même niveau, mais nous n'expérimentons pas la pandémie de la même façon. Par exemple, la distribution des vaccins, c'est une démonstration de cet exemple. Je ne veux pas rentrer dans une conversation politique, mais peut-être qu'un meilleur exemple serait que mon frère et moi, nous avons grandi dans la même maison et vous avez sûrement tous la même expérience. Mais il y a certains événements dont nous parlons et nous avons des souvenirs complètement différents de ce qui s'est passé, alors que nous avons expérimenté le même événement, mais l'interprétation est différente. Pourquoi est-ce que notre interprétation est différente? Parce que nous avons différentes expériences et nos expériences, c'est la façon dont nous voyons le monde et nous ne nous rendons pas compte que nos cerveaux sont vraiment très, très puissants. Et il y a cette idée, ce concept par rapport, à l'inconscient. Chaque jour, nous prenons des tas d'informations, nous goûtons quelque chose que nous n'aimons pas, la chose d'après, le moment d'après, vous avez la même impression, vous sentez cette chose que vous n'avez pas aimée
Nous- on ne se dit pas, il faut que je me lève pour aller faire telle chose. C'est la façon dont notre cerveau fonctionne très rapidement. Donc, si vous avez un mauvais rapport avec quelqu'un, ce n'est pas forcément un attribut physique, mais quelqu'un qui vient d'une région particulière et quelqu'un vous parle de choses formidables et ensuite il mentionne comme ça, parce qu'ils ne connaissent pas votre histoire, qu'ils sont aussi de cette même région. Vous, c'est humain. Vous vous retrouvez dans cette situation. Nous rappelons les choses quand nous avons perdu quelque chose plutôt que quand nous avons gagné quelque chose. Donc, nous nous souvenons, par exemple, quand nous avons perdu 50 dollars ou quelque chose comme ça, mais on ne se rappelle pas quand quand on a gagné 50 dollars. Donc, quand vous avez une interaction négative et que quelqu'un d'autre lance le sujet sur cette expérience, vous vous retrouvez dans cette expérience et vous ne recevez pas la personne de la bonne façon. Une autre façon, un autre exemple, par exemple, je suis allé dans cette école et j'ai des idées par rapport aux filles qui ont été dans une scolarité uniquement entre femmes. Donc, si je suis dans un environnement social où je rencontre quelqu'un qui a eu cette expérience, je connecte avec elles. Ah, je me dis, elles sont comme moi, elles ont eu la même expérience. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de conséquences négatives à ça, sauf si j'ignore tout le monde et que je me concentre que sur cette personne, ce qui serait mal élevé. Mais si je suis dans une action de recruter quelqu'un et que je regarde le CV et que je vois cette expérience et que je leur donne la priorité parce qu'ils ont eu cette expérience que j'ai eue, ça, c'est une conséquence négative. Donc, j'ai désavantagé d'autres personnes qui n'ont pas eu la même expérience. Donc, c'est important de savoir et de comprendre quand on fait ce genre de différence. Donc, je ne regarde pas certaines choses quand je regarde les résumés. Je ne regarde pas ça parce que ce qui est important dans un environnement social, c'est la même chose qui devrait compter quand on embauche quelqu'un. Donc, les compagnies sont très impliquées dans tout ce qui est diversité, équité et inclusion. Il y a des leaders qui font ça depuis plus de 20 ans et je les applaudis parce que ça demande beaucoup de ténacité d'être là dans ce process de changement. Et ce que j'ai remarqué dans les 2 dernières années, il y a eu un pic au milieu de la pandémie où beaucoup d'entre nous aux États-Unis et dans le monde entier ont eu l'opportunité de voir le meurtre de George Floyd. Et pour la première fois, c'est pas la première fois qu'il y a eu ce genre d'événement, mais c'est la première fois que c'était dans nos maisons à tous et qu'on a été obligés de les regarder. C'était comme regarder dans un miroir. Et, et ces choses ne se sont pas améliorées. En plus, dans, la démographie a changé aux États-Unis. Donc, si vous vous occupez de votre business et vos clients et que la démographie de ces clients a changé, vous devez aussi faire attention que la composition des gens qui travaillent avec vous et la façon dont vous occupez de ces clients est important. Donc, il faut vraiment faire attention à notre base d'employés, les équipes que nous avons et les gens qui ont des interactions avec notre clientèle et qu'ils représentent une diversité et ceux qui s'occupent de nos produits font pareil. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui doivent intervenir, mais je vais parler d'une dernière analogie. Je ne suis pas une grande cuisinière, mais si vous pensez à faire du pain ou un gâteau, vous savez que la façon dont vous ajoutez les ingrédients va avoir un résultat. Donc, je pense que la diversité, c'est comme les ingrédients qui vont dans le bol quand vous mélangez la pâte
et vous les mettez dans un ordre particulier en sachant qu'il y a d'un côté unique à chaque ingrédient et comment il se mélange. Donc, la façon de les mélanger pour que ça puisse donner de la beauté, en rajoutant plus, en limitant certains, ça, c'est l'inclusion. L'inclusion, c'est pas ce que vous mettez au-dessus du gâteau à la fin pour que ça soit joli, pour que ce soit attractif. Donc, vous devez penser à l'inclusion tout au long de la façon dont vous faites ce gâteau en question. Qu'est-ce qui peut donner à chaque ingrédient son meilleur pour les mettre ensemble et avoir un environnement dans votre bol qui leur permette de s'épanouir. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité de prendre la parole. Voilà les concepts et l'approche que nous avons. Et c'est important que vous sachiez tout ce que vous avez, comment vous pouvez penser à tout ce que vous créez pour avoir une diversité, équité et une inclusion. Merci beaucoup, Wendy. Nous avons beaucoup apprécié ce début d'échange et je vais demander à Kerianne de partager avec nous les expériences qu'elle a eues. Est-ce qu'il y a de la diversité, de l'inclusion dans le Rotary et comment ça s'est passé pour elle? Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Ce n'est pas la première fois que je parle de diversité, d'équité et d'inclusion. C'est cependant la première fois que j'assiste à une réunion où on ne parle pas de moi comme la cerise sur le gâteau. Nous parlons des gens qui doivent être inclus et nous excluons une partie de la communauté. Et ça n'est pas arrivé. Donc, je suis contente d'être un ingrédient et pas la cerise sur le gâteau. Mon expérience personnelle, en tant que personne vivant avec un handicap, mon expérience dans les clubs services vient dans le fait que je suis devenue rotarienne. En tant que petite fille, j'étais au Lions Club. Je devais aller à certaines activités et je n'avais pas de transport. Le Lions Club m'a aidé à y aller. L'école dans laquelle j'allais était soutenue par le Lions Club. Donc, ça a été mon expérience de club service quand j'étais petite. Quand j'ai grandi, j'ai expérimenté d'autres choses. J'ai eu mon premier ordinateur quand j'étais à l'école. Et le club Kiwanis m'a donné un ordinateur, encore grâce à un club service. Je n'ai jamais pensé au club service comme un endroit où on veut des gens comme moi. La personne j'étais contente de recevoir des choses. J'étais ravie d'avoir un ordinateur, par exemple. C'était formidable d'avoir les opportunités d'interagir. Et quand j'ai grandi, je faisais partie de leur projet. Il y a quelques années, j'ai reçu une lettre qui m'a demandé de devenir rotarienne d'honneur. C'était après que je devienne membre du Sénat. Et je me suis dit, tiens, une autre opportunité pour quelqu'un d'avoir une bonne image en parlant de quelqu'un avec un handicap. Mais j'y suis quand même allée. Je ne me suis pas sentie comme un projet ce soir-là. Je me suis sentie comme une femme accueillie et une personne. Personne ne m'a demandé quoi que ce soit sur mon handicap. On m'a demandé des choses sur ma vie au Sénat. On a parlé de chaussures. On a parlé de plein de choses différentes. Et je crois que j'avais de jolies chaussures ce soir-là. Et nous avons parlé de ce genre de choses. Et je me suis dit, tiens, peut-être que je suis quelque part où je ne vais pas être un projet. Quand je suis devenue rotarienne,
dès le premier jour, la première conversation, mes collègues rotariens et ma famille rotarienne, j'ai senti que j'allais enfin appartenir à un groupe et ne pas être traité comme un objet. Les gens m'ont parlé non pas de ma cécité, mais de moi. Ils voulaient mon avis, ce que je faisais. Nous avons eu une action sur Noël et j'étais pas obligée d'être là. J'avais des activités dans lesquelles je pouvais aider. Et là, vous devez vous demander pourquoi je pense que c'est important. C'est très important que vous arrivez et que vous n'êtes pas là juste parce que vous devez aider les gens à avoir une bonne image. Oui, je suis allée à une activité avec le Rotary une fois et un Rotarien a oublié complètement à la fin que j'étais aveugle. Il m'a dit: «Prends ça et donne-moi ça» et ça m'a fait rire. Mais ça a vraiment été un sentiment phénoménal parce que on a oublié que j'étais aveugle. J'étais devenue juste une Rotarienne. Ça n'a pas toujours été mon expérience. Donc faire partie d'une communauté diversifiée, c'est que nous sommes différents. Nous avons des besoins différents, nous avons des problèmes différents, des obstacles différents. Et ce n'est pas toujours facile d'être la personne qui doit dire que telle chose doit être accessible. L'année dernière, nous avons fait des impressions du magazine Rotarien et nous devions la mettre en ligne. Et j'ai enfin dit que pour le magazine en ligne, je ne lis pas celui qui est imprimé. Je ne m'attendais pas à être capable de lire le magazine Rotary parce que la plupart des médias électroniques ne sont pas accessibles aux personnes qui ont un handicap. Et en fait, le deuxième est arrivé dans ma boîte, je me suis dit: «Je vais regarder» et j'ai été ravie parce que j'ai été capable de le lire, de lire tout ce qui se passait dans le monde du Rotary, dans le monde entier. J'ai appris des choses par rapport à l'histoire du Rotary, des questions qui sont posées par les différents Rotariens et j'étais ravie parce que le magazine avait été conçu, de manière consciente ou pas, avec un accès pour les personnes qui ont un handicap. Et pendant que j'ai passé du temps au Sénat, j'ai eu beaucoup de problèmes. Le plus gros problème a été celui de l'accessibilité. Comment accéder au matériel imprimé? Nous avons toutes ces lois à lire et aucun format accessible. Donc, j'ai demandé une copie électronique parce que personne n'écrit plus. Donc, il doit y avoir une copie électronique quelque part. Et j'ai commencé à chercher. J'ai dû appeler plusieurs bureaux pour avoir ces lois de manière électronique. Et je me suis dit, ce n'est pas suffisant. J'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un du Parlement et j'ai dit ce dont j'avais besoin. Et il a suivi mon conseil et a mis en place les technologies correctes. Et quand il est devenu président du Sénat, quand je suis devenu président du Sénat, on a fait en sorte que mon ordinateur
soit correct pour moi et que ce soit accessible. Les bâtiments du Parlement sont rénovés en ce moment. La dernière fois que j'y suis allée, il y avait une rampe, un ascenseur et tout avait été amélioré. Je pouvais monter les marches, mais ils commençaient à mettre des choses en place pour les personnes qui ont du handicap. Ils ont fait en sorte que les gens qui sont, par exemple, en fauteuil puissent être inclus. Ce sont les choses que nous avons besoin de voir et d'avoir. Mais il y a eu d'autres obstacles. Souvent, j'avais l'impression d'être la bête sauvage dans la réunion. Et on me disait, ah, je vais vous envoyer l'ordre du jour après, alors comme si je n'avais pas besoin de savoir ce qui se passait pendant la réunion. Ou il y a quelqu'un qui disait, ah, j'ai pas pu le mettre en braille, mais je veux juste une version électronique. Et à chaque fois, des choses comme ça arrivait. Donc, je voudrais dire que les choses se sont améliorées. Je suis contente de dire qu'elles ont progressé. Donc, il y a eu des changements au niveau de mon pays et dans le monde et dans différents endroits, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ça commence avec les interactions humaines. Je me souviens d'un jour, je ne vais pas donner le nom de cette personne. En fait, il y a 2 personnes. Une de ces personnes, pendant longtemps, a travaillé sur un projet en particulier, Inclusive Play. C'est un endroit où les enfants avec et sans handicap peuvent se réunir. Nous travaillons pour que ce projet arrive à son objectif. Et une autre expérience que j'ai eue, c'est quand j'ai commencé mon service et les gens dans l'activité ne savaient pas quoi faire avec moi. Et mon sponsor m'a dit un formidable compliment. Il a dit, demandez-lui ce qu'elle peut faire. Si vous voulez être plus diversifié et inclusif, demandez aux gens de quoi ils ont besoin, de voir comment vous pouvez améliorer les choses, comment on peut vous aider pour que vous soyez avec nous autour de la table. Et ensuite, faites-le. Et c'est comme ça que vous vivez la diversité, l'équité et l'inclusion. Merci. Wow. Il y a moyen d'applaudir. Merci, merci beaucoup, Karianne. Je pense que nous avons vraiment une formidable discussion. J'essaie de ne pas pleurer. C'est vraiment un témoignage puissant et une bonne introduction pour notre dernière participante, notre directrice et vice-présidente Valérie. Merci, merci beaucoup de m'avoir invité. À chaque fois que je suis dans ce genre de situation, je pars de la réunion en ayant appris quelque chose, en ayant de la nourriture de la part des expériences des autres. C'est vraiment la beauté de ce genre de discussion. Vous avez commencé avec de bonnes définitions et ce message tellement important que nous devons vraiment aider les autres à comprendre que nous pouvons nous montrer comme nous sommes. Et Kerianne, vous avez parlé de quelque chose dont que nous traitons. Il y a des restaurants à Toronto et nous avons une grande culture de l'inclusion avec les gens qui ont des handicaps dans tous les secteurs d'emploi et nous faisons quelque chose
qui s'appelle « Demander à la personne ». Et vous venez d'en parler. On ne sait pas de quoi les gens ont besoin, mais nous avons besoin d'impliquer les gens pour trouver les solutions. Donc, vos mots ont vraiment résonné pour moi et je suis vraiment ravi d'avoir entendu cette expérience et votre connaissance et vous continuez à nous pousser à devenir plus inclusifs et mettre en place ce qu'il faut pour les gens qui ont du handicap. Donc, j'ai la chance de parler maintenant et je suis vraiment ravi de partager avec vous, comme Wendy a dit, que dans les entreprises, dans le monde entier, le DEI est très important. Donc, ce n'est pas seulement la diversité et l'inclusion, mais construire un environnement de travail en commun, un endroit où on a envie d'être ensemble, où on veut faire partie de quelque chose et qu'on a l'impression de contribuer à quelque chose. Et je pense que c'est important que le Rotary International ait rendu ça une priorité parce que nous reflétons cette communauté, ce que nous servons et nous incluons des gens et nous voulons que ce soit dans le Rotary. Et nous avons reconnu que les individus de certains groupes ont connu des barrières pour la participation et le leadership au Rotary. Donc, cet investissement que nous avons au Rotary va nous permettre de nous épanouir dans les années à venir. C'est important pour notre génération, mais aussi pour les générations après nous. Et nous allons bientôt fêter notre 117e anniversaire et nous devons faire en sorte de nous épanouir dans le siècle qui arrive. Et dans le critère de 4 questions, nous savons que notre organisation est une organisation qui doit bénéficier à toute la communauté. Donc, si nous parlons de ce que fait le comité en ce qui se concerne le sujet du DEI, le changement dans la culture qui doit arriver au niveau du district et les membres sont le visage de nos communautés. Ce sont ceux qui invitent les membres à nous rejoindre dans le service et l'effectif. Et c'est important de commencer avec nos membres. Donc, avoir ce leadership, c'est important. Donc, il faut vraiment partir du début. Nous devons savoir que nous sommes soutenus dans ce voyage et nous devons savoir que nous sommes soutenus. Donc, la Task Force du DEI est un groupe de membres et de non-membres rotoraxiens, d'enseignants, de professionnels qui ont de l'expérience. Et une chose que nous faisons, c'est que nous demandons aux gens de participer à la Task Force s'ils ont travaillé dans un environnement où il y a eu des gens qui ont du handicap et mon mari est sourd et nous faisons des sondages et nous commençons à voir que les gens qui ont des handicaps ont les mêmes chances que les autres. Donc, nous avons par exemple quelqu'un d'Afrique du Sud qui est aveugle et qui nous a beaucoup aidé avec la technologie et la perspective dont nous avons besoin de prendre en compte parce que quand nous n'avons pas cette expérience et que nous n'avons pas besoin de ces aides. Donc, parmi le travail que nous faisons, c'est mettre au courant le comité et aussi procurer des aides et des outils pour avoir un vrai changement. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas fait déjà, il y a une page sur le DEI, Rotary International, et nous avons augmenté nos déclarations sur le DEI et nous avons fait en sorte que ce soit un investissement pour dire que les choses que les gens ont, c'est-à-dire des qualités visibles et invisibles, et nous créons cette culture d'inclusion pour que tout le monde se sente respecté et valorisé. Et je pense que nous parlons d'honnêteté et nous sommes
transparents par rapport à là où nous sommes dans ce voyage. Nous savons que nous pouvons mieux faire, nous savons que nous devons continuer à apprendre. Et les événements comme ce soir aident ce genre de choses. Nous avons mis en place un code de conduite parce que nous allons entendre beaucoup de gens parler de ce sujet et ne pas avoir d'attitude dans les clubs avec des blagues un peu douteuses. Nous mettons en place un langage respectueux et comment nous soutenir et créer cet environnement accueillant pour que dans nos clubs, il y ait de la diversité et dans nos communautés. Donc, voilà quelques premières choses qu'on a mises en place. Mais nous voulions aussi entendre parler de nos membres et nous avons lancé notre premier sondage pour voir la situation, ce que les membres pensaient de tout ça, quelles étaient leurs expériences. Et nous avons eu plus de 31 000 Rotariens qui ont répondu à ce sondage. Et quand nous relancerons ce sondage dans quelques années, on verra qu'il y aura plus de gens qui voudront participer. Donc, il y a énormément de choses que nous pouvons apprendre par rapport à ce sondage. Mais le feedback que nous avons eu a été très important et nous a ouvert les yeux. Et dans les mois qui viennent, vous allez avoir une communication de ma part. Si vous avez participé au sondage, c'est une communication qui met en lumière ce que le sondage a dit et ça montrera que nous écoutons et que nous allons incorporer ce que nous avons trouvé dans nos actions. Il y a des thèmes qui sont ressortis. Un de ces thèmes a été que, quel que soit le pays dont les gens viennent, que vous soyez rotaraxien, rotarien, dans le leadership, tout le monde est impliqué pour mettre en avant la culture du Rotary et d'insister sur l'importance du DEI dans notre service. Et ça, c'est vraiment excitant parce que c'est vraiment la raison pour laquelle nous faisons ça, pour faire en sorte qu'on soit plus fort et que ce soit une organisation qui prenne ce genre de choses en compte. Et j'ai aussi entendu que les expériences de diversité sont différentes en fonction des pays, par exemple au Japon, aux États-Unis, dans la Caraïbe ou en Europe. Mais on sait aussi que ça peut être différent dans deux clubs dans la même ville, avec une dynamique différente, avec une expérience différente. Donc, c'est vraiment pas surprenant que nos réponses nous disent que le DEI est différent en fonction des régions. Les membres soutiennent le DEI, mais ils ne comprennent pas forcément la vision que nous avons. Et encore une fois, ce n'est pas surprenant. C'est très nouveau pour nous. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous nous concentrons pour communiquer notre vision du DEI et nous avons plusieurs messages dans nos magazines, dans les blogs, dans les webinaires, dans toutes les communications du Rotary International. Donc, cela va vraiment permettre de soutenir nos membres et les aider à comprendre où se situe le Rotary International sur ce sujet et aussi des histoires personnelles dans des clubs où ça s'est bien passé, comment ils ont attiré de nouveaux membres, comment ils ont retenu leurs membres aussi. Et un autre thème qui est sorti, c'est que nous avons un très petit profil de leadership par rapport au Rotary. Si vous ne rentrez pas dans ce profil traditionnel, vous avez l'impression que vous avez des opportunités limitées pour avoir des rôles de leadership. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que cette conversation ait lieu au niveau du Rotary International parce que ça assure que nous ne parlons pas seulement du temps que nous passons à promouvoir ces thématiques, mais plus sur les compétences, ce que vous apportez professionnellement de l'extérieur de notre organisation. Ça nous rend plus forts. Donc, tous ces thèmes et d'autres nous ont vraiment aidés dans la task force et nous avons développé un plan sur 3 ans avec des axes stratégiques et ça va aider nos membres. Et nous savons aussi
Comme Wendy et Karianne l'ont dit, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Et en tant qu'organisation globale, ça va être différent d'un pays à l'autre. Et certaines régions vont peut-être s'intéresser à l'égalité entre les gens, les autres sur la race. Mais c'est un effort collectif et nous avons tous un rôle à jouer dans cela. Et donc, mettre en place les choses pour renforcer la diversité, l'équité, et nous serons plus forts quand nous sommes tous respectés pour ce que nous sommes et que nous pouvons être présents, être valorisés. Et qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau du club ou du district? Ce n'est pas si difficile que ça. C'est comme on a fait dans la task force, regarder ce que nous sommes avant d'avancer. C'est vraiment important au niveau du club. Nous devons regarder et d'avoir ces conversations à l'interne avant d'aller demander aux autres de nous rejoindre. Nous devons d'abord savoir qui nous sommes. Ça peut être aussi simple que d'avoir une conversation sur qu'est-ce que vous faites dans la vie, quelle est la dynamique de ta famille. Et nous parlons d'un handicap visible et invisible. Vous pouvez me voir, je suis blanche avec des cheveux blancs et des yeux bleus, mais vous ne savez pas que je suis une enfant du milieu, par exemple, et j'ai des origines ukrainiennes. J'apporte tout ça avec moi tous les jours, mais on ne le voit pas. Et c'est vrai de tous nos membres dans les clubs. Nous devons avoir ces conversations dans les clubs. Nous devons parler de manière respectueuse et nous devons être droits à l'intérieur et à l'extérieur du Rotary. Et nous devons écouter les histoires que nous entendons, comme celles que nous entendons ce soir, et nous devons encourager ceux qui n'ont pas eu la chance d'être dans le leadership par rapport à nos positions dans nos clubs. Nous devons les encourager à mettre leur nom en avant, les soutenir et leur donner les outils dont ils ont besoin pour avoir une chance au leadership. Donc, vous avez un super comité de DEI 70-30 et je sais qu'ils vont pouvoir vous aider sur ce sujet. Et je suis vraiment encouragée par rapport au changement culturel que je vois déjà, les conversations que j'ai dans le monde entier en très peu de temps, grâce à des champions comme vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. C'est vraiment une information importante d'avoir au niveau du Rotary pour commencer et avoir une expérience. Et là, nous avons plus un focus sur le Rotary. Donc, je sais que je ne suis pas la seule à avoir des questions, mais je crois que je vais inviter notre public, nos Rotariens, à poser les questions. J'en vois une dans le chat et je pense que ça s'adresse à Valérie. C'est est-ce qu'on peut faire en sorte que le code de conduite fasse partie des règles du Rotary? Il y a plusieurs parties dans cette question. Ensuite, quel est le protocole au niveau du club pour parler des différences dans la discrimination? Et la troisième question, je vais y répondre. Mais voilà, ces deux-là. Donc, est-ce que le code de conduite peut faire partie des règles du club et quel est le protocole standard pour un club, au niveau du club, pour adresser les problèmes de discrimination? Ce sont de très bonnes questions. Merci beaucoup. Oui, le code de conduite, vous pouvez le trouver sur la page du Rotary International. C'est vraiment les attentes que nous avons en tant que participants au Rotary. Et c'est utiliser un langage respectueux, soutenir les gens et avoir un environnement sûr et comment célébrer la diversité. Et la deuxième partie de la question, c'est aussi dans le code de conduite. Vous pouvez le mettre dans les règles de votre club si vous êtes concerné par certains aspects. Nous allons avoir des situations où les gens ne sont pas, n'agissent pas selon le critère des 4 questions.
ou le code de conduite, et ça parle des valeurs du Rotary International. Donc, nous avons une politique contre le harcèlement aussi, il faudrait revoir ça. Et ça a un rapport avec certaines des situations que nous devons gérer au Rotary. Donc, ne vous mettez jamais dans une situation où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas répondre aux questions. Une conversation respectueuse avec de l'éducation. Nous devons accompagner les gens et il y en a qui veulent bien écouter et il y en a d'autres qui veulent rendre ça politique et dire que c'est quelque chose de politique et le Rotary International n'a rien à voir avec ça. Donc, ne vous mettez pas dans les situations où vous avez l'impression d'être dans une situation de harcèlement inconfortable. Le Rotary International est là pour vous aider. C'est le soutien du district. Nous avons un nouveau site sur le DEI. Ils sont là pour vous aider dans les situations difficiles. Et le code de conduite est un très bon outil pour aider nos leaders à promouvoir les attentes de nos membres. Et je vais dire que l'équipe du district a mis le lien pour le code de conduite et vous pouvez prendre ce lien dans la boîte de chat pour avoir ces informations. Et la troisième partie de la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir au niveau local de la formation pour le DEI au niveau du club et des membres. Et c'est un grand oui, car nous avons l'intention de faire ça cette année et dans l'année rotarienne qui arrive. Et il y a déjà des cours qui sont créés et qui sont accessibles et vous pouvez le faire au niveau du club sans avoir à tout réinventer. Mais en tant que district, nous continuons à donner des informations, des discussions et de la sensibilisation et de la formation sur le DEI. Donc, s'il y a d'autres questions, le comité fait aussi la même chose et se forme au fur et à mesure. Excellent. Donc, il y a une question. J'oublie que je vieillis, je mets mes lunettes. Le district 70-30, nous avons besoin d'une stratégie pour parler du DEI. C'était plus une déclaration qu'une question. Est-ce que nous pouvons former notre effectif? Avec qui et quand? Et est-ce que le district peut le faire? Ça vient. Nous allons partager plus d'informations rapidement par rapport à ce que nous avons l'intention de faire immédiatement et sur le long terme en ce qui concerne la formation et les discussions au niveau du district. On m'a dit que le Rotarien Marcel a levé la main. Le micro est fermé. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est un commentaire. C'est le club, c'est par rapport à Kerry-Ann. Elle était membre de l'équipe et elle sert vraiment formidablement. Donc, le point que je veux faire, c'est que j'ai eu l'opportunité il y a quelques années de parler à certaines personnes entre 18 et 40 ans. Et quelqu'un est venu dans notre classe. Il n'était pas coiffé. Il avait eu une nuit difficile. Et quand il est rentré, tout le monde s'est un peu décalé par rapport à lui.
Et là, je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire pour que ce jeune homme fasse partie du groupe? Et donc, donc j'ai parlé de tout ce qui était positif dans notre entreprise. Et quand j'ai regardé dans la salle, c'est parce que quand il est arrivé, tout le monde s'est un peu déplacé et l'a mis dans un coin. Et ensuite, j'ai vu tout le monde commencer à partager un, un livre, un stylo et à l'inclure dans le club. Et à la fin de la session, j'ai déjà eu beaucoup d'expérience de prise de parole en public. Il avait 18 ou 19 ans et il avait plusieurs jobs en même temps. Et il a dit, vous êtes une des premières personnes dans ma vie qui a cru en moi. Donc, je voulais le dire aujourd'hui parce que c'est important de parler d'inclusion, de parler de nos expériences. On ne sait pas quelles actions ont un impact sur la vie des gens, donc que ce soit positif ou négatif. Donc, c'était ma contribution cet après-midi. Merci beaucoup, Marcel, pour cette contribution. Et je vois que notre équipe du district met des choses dans le chat. Donc, si vous voulez avoir des informations, vérifiez le chat pour les liens avant de vous déconnecter. Nous avons une question. Certains anciens rotariens ne veulent pas faire rentrer des gens qui ne font pas partie du privé et ce problème peut créer des tensions quand ces propositions sont faites pour les gens qui ne rentrent pas dans le profil traditionnel du Rotary. Donc, c'est une déclaration, mais c'est un sujet que nous pouvons développer parce que nous essayons d'augmenter notre effectif au Rotary. Une des choses qui est importante avec le Rotary, c'est que nous ne devons pas seulement être un club de gens qui sont chefs d'entreprise et nous voulons accueillir tous les gens dans notre organisation, quel que soit le handicap, le genre. Donc, je ne sais pas si Valérie voudrait dire quelque chose sur ce sujet par rapport au changement du profil des membres du Rotary dans le monde entier. Le Rotary est différent dans le monde entier. Il y a des endroits où il y a toujours que des chefs d'entreprise, mais ce n'est pas vraiment vrai partout en Amérique du Nord. Donc, ce que nous disons sur le DEI, ce que nous oublions, c'est l'aspect socio-économique. Donc, les opportunités par rapport au DEI. Donc, le Rotary, même pendant le Covid, a vraiment donné des opportunités pour se rencontrer. Et il y en a qui se disent, je ne peux pas rejoindre le Rotary à cause de ça. Donc, ce n'est pas les cotisations qui doivent exclure les gens. C'est vraiment seulement le prix d'un repas. Et certains clubs se rencontrent dans des endroits très chers. Donc, des fois, des repas à 45 $. Et là, c'est sans le parking, par exemple à Toronto. Donc, il y a beaucoup de gens qui commencent leur carrière et qui seraient d'excellents rotariens et qui auraient un bon réseau, peuvent contribuer à nos clubs et ils ne peuvent pas forcément se permettre de dépenser autant. Donc, nous avons différentes façons de nous rencontrer. Nous avons des centres d'intérêt, des clubs satellites. Donc, il y a vraiment une façon différente de voir le Rotary maintenant. Merci, merci beaucoup. Et là, je vois, il y a un commentaire de notre présidente à la Dominique, Lise,
qu'elle dit qu'elle n'a pas de questions, mais elle veut partager le fait que nos clubs apprennent dès le début à comprendre que nous sommes tous différents et que nous essayons de respecter tout ça en trouvant des solutions sur ce qui est mieux pour nous tous et pas seulement ce qui est facile. Donc, nous avons 8 Européens, 3 Américains, 10 membres caribéens, 10 hommes, 13 femmes âgés de 30 à 80 ans et ça nous permet de garder un esprit ouvert et d'avoir des points forts pour être un club efficace. Donc, merci beaucoup, Lise, pour cette expérience. Je vais donner au public quelques minutes pour des questions. J'ai d'autres questions et je vais commencer avec toi, Wendy. Qu'est-ce que vous diriez où est-ce que vous avez expérimenté le plus de résistance par rapport au DEI et comment vous avez répondu au niveau de votre équipe? Oui, je vais répondre en disant que c'est important de comprendre que chaque organisation est une sous-organisation d'un écosystème plus important. Il n'y a pas de compagnies qui n'ont pas de perspective qui correspondent à celle de la société. Donc, les solutions dans l'organisation que vous avez des règles comme au Rotary, vous avez un code de conduite. Ça vous permet de définir certains paramètres, mais vous devez faire attention dans l'organisation comme vous feriez dans votre famille ou dans votre travail quand vous n'êtes pas d'accord dans toutes les interactions. Je pense que beaucoup des problèmes que nous avons tombent dans cette catégorie. Parfois, c'est difficile en tant qu'être humain quand nous travaillons sur une solution qui puisse bénéficier à un groupe en particulier, de ne pas tomber sur « et moi donc ». En fait, vous n'allez pas plaire à tout le monde quand vous faites ce genre de travail, mais vous pouvez faire plaisir aux gens à différents moments et adresser leurs besoins spécifiques. Et parce que vous vous concentrez sur une partie de votre corps, ne veut pas dire que vous ignorez les autres. Donc, je parle beaucoup avec des analogies parce que je trouve que ça enlève l'émotion. Donc, si vous vous faites mal au genou et que vous avez mal au genou, vous n'allez pas vous occuper de votre coude pour que votre coude aille mieux alors que vous avez mal au genou. Mais beaucoup de fois, quand vous faites ce genre de travail, les gens vous faites sentir comme si vous devez faire ça, faire en sorte que personne ne se sente ignoré. Mais vous avez mal ailleurs. Donc, c'est le point que je voulais faire sur les qualités, c'est pas l'égalité, c'est pas s'occuper de tout le monde tout le temps, mais il y a des aspects différents dans votre communauté, dans votre groupe, et vous devez vous occuper de certains problèmes plus que d'autres à certains moments. Donc, je pense que c'est le plus important. Vous essayez de diriger de manière inclusive. Vous devez essayer de faire en sorte que tout le monde se sente concerné, mais vous ne pouvez pas répondre aux besoins de chacun au même moment. Donc, c'est très important d'écouter, de créer un environnement sûr pour que quelqu'un puisse s'exprimer s'il a une objection. Quelqu'un peut dire « et moi », ils ont des besoins. Donc, ce n'est pas que vous disiez « non, non, pas maintenant », mais vous devez pouvoir les écouter et dire « qu'est-ce que tu recherches plus spécifiquement à ce moment-là ?» Et là, je vais peut-être pouvoir m'occuper de ton besoin. Donc, de temps en temps, quand vous faites un travail pour la communauté lesbienne ou trans, il y en a d'autres qui vont dire « je ne crois pas à ce genre de choses et ça viole mes croyances religieuses ».
Et ce que vous devez faire dans ces moments-là, c'est créer un environnement où vous pouvez partager. Et je ne parle pas de ça sans me sentir concerné parce que je suis religieuse moi-même, mais vous devez comprendre que nous avons des prises différentes sur la diversité et notre identité est différente. Donc, si cette personne veut que ses valeurs religieuses soient respectées, il faut aussi respecter le sujet que vous devez traiter. Donc, personne n'a plus de droits que d'autres. Donc, vous devez le prendre par rapport à la personne. Vous focalisez sur la personne. Vous ne pouvez pas éviter de violer certaines croyances. On ne veut pas les changer, mais comprendre, c'est l'objectif. Karianne, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pourriez dire aux clubs et aux membres des clubs qui sont présents ce soir un conseil pour que leur club soit vraiment inclusif? Qu'est-ce que ce serait comme conseil? Donc, tout d'abord, ce que je ferais, donc, ce que je donnerais comme conseil au club, c'est encore une fois, ce que je dis, c'est de demander aux personnes, faire en sorte que le club soit accueillant pour les autres. Si vous voulez inviter plus de personnes à vos réunions qui sont d'une certaine communauté de handicap, la plupart d'entre nous avons des clubs, des réunions virtuelles. Est-ce que vous cherchez à inviter des gens qui n'ont pas pu accéder à vos réunions? Quand on recommencera à faire des choses en présentiel, regardez ce que vous faites dans ces sessions. Une des choses que j'aime par rapport au Rotary, c'est que on m'a demandé de parler de moi-même et de mon handicap à des réunions Rotary avant que je devienne rotarienne. Et même là, l'atmosphère était accueillante et m'encourageait. Et un autre aspect, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui a dit les barrières socio-économiques pour devenir un rotarien. Et c'est une réalité pour certaines personnes, surtout celles qui vivent dans des communautés diverses parce qu'elles ont des revenus qui sont limités. Donc, ils se disent que c'est un peu trop cher pour moi. Mais comment pouvons-nous aider, inclure et être plus conscients de ces besoins, de ces problèmes que ces gens peuvent avoir quand il y a des problèmes socio-économiques pour rejoindre ces organisations? Vous devez penser à ça et examiner la façon dont vous pouvez vous occuper de ces problèmes. Merci beaucoup, Karianne. Dernière question parce que nous allons devoir terminer. Il y a une question. La plupart des clubs utilisent des mots pour Dieu. En fait, ce que je veux dire, est-ce qu'on peut trouver un moyen d'utiliser un terme qui ne soit pas spécifique à une religion plutôt qu'à une autre? Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? On peut commencer par une conversation entre membres. On a tous été dans des réunions où on a une prière et il y a quelqu'un qui est sikh à la fin, au fond de la salle et qui ne participe pas et c'est inconfortable. Et j'ai vu beaucoup de clubs qui ont du mal avec ça parce qu'ils ne s'asseyent pas et n'ont pas une conversation et regardez les perspectives de chacun.
Je vois beaucoup de clubs qui disent des phrases inspirantes, ou des moments Rotary pour qu'on apprenne à se connaître. Et il y a aussi des façons neutres d'invoquer les choses dans les prières. Merci beaucoup pour ça. Et nous avons un Rotarien qui suggère que nous pouvons faire quelque chose d'alternatif et avoir 30 secondes de silence, par exemple, avant de commencer. Et au lieu de dire Dieu, de dire notre être suprême. Donc, il y a des suggestions dans le chat. Donc, comme j'ai dit au début, c'est le vraiment début d'une conversation que nous voulons avoir sur le DEI dans le district pour les mois à venir. Et je pense que je parle pour moi, mais aussi pour le public, que j'ai vraiment apprécié cette heure et cette interaction. Et avant de redonner la parole à notre formatrice de district, je pense que c'était vraiment une discussion très riche et j'ai promis que je voulais parler de ce que le district a l'intention de faire. Donc, je vais vous passer une vidéo ou du moins les envoyer au président des clubs pour que vous ayez un sommaire de ce que nous faisons pour la diversité, l'équité et l'inclusion. Et je vais mettre cette vidéo en fait. Diversity can be described as many things: culture, ethnicity, religion. But in its simplest form, diversity is life and all the things that makes it beautiful. Diversity should be celebrated, encouraged, and supported, and it is up to us to make it happen. At Rotary, in the past, enough hasn't been done to foster diversity, but we are actively remedying this. We are removing barriers so that diversity can thrive, and we are creating environments which provide previously disadvantaged groups to join, participate, and lead more in Rotary. In District 7030, we are committed to advancing equity in all aspects of our clubs. We must choose a DEI champion. Check for biases by completing a standardized DEI assessment. Raise our own awareness through education. Take action and pursue DEI initiatives. Together, we can contribute to a more diverse space where people unite and take action to create lasting change across the globe, in our communities, and in ourselves. And that Et completes cela termine notre discussion de ce soir et j'espère qu'il y en aura bien d'autres et d'interactions avec les membres du district. Et donc, si quelqu'un veut devenir un champion du DEI dans son club, n'hésitez pas à parler à votre président de club. Nous allons communiquer avec les présidents de club rapidement pour leur demander de faire des choses au niveau du club, comme nous l'avons montré dans la vidéo. Si nous voulons être champions, je serais ravi d'avoir des propositions. Donc, Luana, je vais te donner la parole et souhaiter à tout le monde une bonne soirée. Merci, merci Katrina. Quelle heure formidable nous avons eue. Merci Kerry-Ann, je suis en admiration devant toi. Wendy, ta déclaration sur la diversité était très puissante, donc merci. C'est ce que je vais retenir cet après-midi. Et vice-présidente Valérie, merci d'avoir eu une voix aussi puissante pour le DEI au niveau du Rotary international. Et je suis sûr que vous tous, si vous n'avez pas encore pratiqué la tolérance, j'espère que vous avez vu l'importance d'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle
à l'intérieur et à l'extérieur du Rotary en quittant cette session. Je voudrais que Bamati donne les mots de remerciement. Merci, Luana. De la part de l'équipe de formation du district, je donne les mots de remerciement. Nous avons eu l'honneur d'entendre et d'écouter nos présentatrices, 3 professionnels estimés avec des expériences dans la diversité, l'équité et l'inclusion, chacune de leur propre manière, ont apporté des choses sur la table et je suis sûr que vous êtes tous d'accord sur le fait que les présentations et les discussions ont été au-delà de nos attentes et que nous sommes plus riches en connaissances à la fin de cette session et plus prêts pour gérer les problèmes qui pourraient apparaître dans notre vie, dans le club et dans notre vie sociale. Donc, merci à Valérie, merci à Wendy et merci à Kerry-Ann. Elle m'a vraiment donné des frissons. Merci, merci à vous toutes et pour vos présentations qui ont eu vraiment beaucoup d'impact. Et merci à Katrina d'avoir été modérateur ce soir. Et au comité en entier et à tous les présents ce soir, merci pour votre attention. Merci pour votre participation. Merci à tous et appréciez le reste de votre soirée. Merci beaucoup, Bamati. Et je vais demander à Sonia l'honneur de dire les derniers mots, mais je voudrais accueillir PDG Lyle, j'ai vu qu'il nous a rejoint. Je vous avais dit que nous avions un panel très intéressant et je ne savais pas à quel point ce sera intéressant ce soir, mais là, ça m'a coupé la parole. Le DEI est vraiment sur le programme du district 70-30. Nous avons une équipe vraiment formidable qui nous guide et je suis vraiment ravi que nous ayons eu ces présentatrices ce soir. Je suis vraiment très heureuse. La conversation a été très riche. Le contenu était ce dont nous avions besoin en tant que district et la conversation a commencé. Nous ne pouvons qu'avancer et nous améliorer à partir de là. Donc, ramenez les informations à votre club, à vos communautés, parce que ce n'est pas seulement quelque chose pour le Rotary, mais c'est pour la vie. Donc, le DEI va rester. Et merci à Katrina d'avoir mis ce programme en place. Et merci à l'équipe du district d'avoir rendu ça possible. Et encore, merci aux présentatrices. Je suis très reconnaissante pour votre présence. Merci à tous et passez une bonne soirée.